Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge dans un chapitre absolument passionnant du programme de première, le baroque. Alors, le baroque, c'est bien plus qu'un simple mouvement littéraire. On va voir ensemble comment, au cœur d'une période de crise, de chaos absolu, l'art a dû se réinventer complètement pour exprimer ce qui paraissait inexprimable. C'est vraiment la question fondamentale qui se pose à la fin du XVIe siècle. Imaginez, tout ce en quoi on croyait, toutes les certitudes, tout s'effondre. Alors que font les artistes? Ils sont bien obligés de trouver un autre langage, une nouvelle manière de dire la violence, l'instabilité ambiante. Et c'est exactement ce défi immense, que l'art baroque va tenter de relever. Alors voilà le plan de vol pour aujourd'hui. D'abord on va poser le décor, ce fameux monde en crise. Ensuite on décortiquera ce qu'est le baroque, cet art du chaos. Puis on passera au concret avec un cas d'étude, le poète Agrippa d'Aubigné, et on ira jusqu'à analyser un de ses textes, un portrait assez terrifiant, vous verrez. Et bien sûr, on finira par synthétiser tout ça dans une fiche spéciale bac. Allez, on y va. Première étape donc, ce monde en crise. C'est essentiel, parce que pour vraiment comprendre le baroque, il faut d'abord comprendre le choc, le véritable traumatisme qui lui a donné naissance. C'est un art qui ne sort pas de nulle part. Il naît littéralement sur les ruines d'un monde ancien. Juste avant ça, il y avait la Renaissance. Vous vous souvenez? L'humanisme, l'homme au centre de l'univers, la confiance dans le progrès, l'harmonie, la raison, un très bel optimisme, une vision du monde assez sereine. Eh bien, tout ça, ça va voler en éclats. Pulvérisé, littéralement, par la violence de l'histoire. Regardez bien cette chronologie. On ne parle pas d'une petite guerre de quelques années. Non, on parle de près de 40 ans de guerre civile. Essayez de vous représenter ça. Une société complètement fracturée, une violence d'une brutalité inouïe, où le voisin peut devenir un meurtrier du jour au lendemain. Et au cœur de tout ça, il y a ce pic d'horreur, 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est un traumatisme national, une cicatrice profonde qui va marquer la conscience collective pendant des générations. Donc voilà le tableau. Cet environnement de violence, d'instabilité permanente, ça fait voler en éclats toutes les certitudes d'avant. Le monde n'est plus vu comme un bel ensemble ordonné, un cosmos harmonieux. Non, il est perçu comme un chaos, un tourbillon où tout bouge tout le temps. Face à ça, l'ancien langage artistique ne suffit plus. Il en faut un nouveau, un qui soit capable de dire cette nouvelle réalité. Alors face à cette crise existentielle, comment l'art réagit-il? Eh bien la réponse, c'est le baroque. On va voir maintenant ce qui caractérise cette nouvelle sensibilité, ce qu'on a appelé l'art du chaos. Alors petite précision importante, le mot baroque, il faut savoir que c'est une étiquette qu'on a collée bien après, au XIXe siècle. Les artistes de l'époque, eux, ne se levaient pas le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais faire du baroque ». Pas du tout. C'est un terme qui nous est utile, à nous aujourd'hui, pour nommer une rupture esthétique vraiment radicale. C'est l'idée d'un art qui va rejeter les règles, les cadres rassurants, pour pouvoir justement épouser les formes du désordre du monde. Et là, la rupture est spectaculaire. Regardez ce tableau. D'un côté, on avait l'harmonie, l'ordre de l'humanisme. De l'autre, avec le baroque, on bascule dans l'instabilité, le mouvement permanent. On passe de la confiance en l'homme à une angoisse profonde, une conscience de l'inconstance de toute chose. Même le savoir qui semblait si solide devient suspect. Tout n'est peut-être qu'illusion, que réalité changeante. Alors concrètement, comment on fait pour représenter ce chaos? Quelle est la boîte à outils de l'artiste baroque? Eh bien, il va adorer jouer avec l'imaginaire, l'illusion, le fameux trompe-l'œil. Il va utiliser des contrastes hyper forts, pensez au clair-obscur en peinture. Il y a aussi cette obsession pour le mouvement, symbolisée souvent par l'eau, parce que l'eau, ça coule, ça échappe, ça change tout le temps. Et surtout, retenez bien ce mot, il est capital, la démesure. Le baroque, c'est l'art de l'excès, de l'exubérance. Et en littérature, ça va se traduire par des figures de style comme l'hyperbole, l'antithèse, l'oxymore. Bon, tout ça, c'est un peu théorique, n'est-ce pas? Pour que ça devienne vraiment concret, rien de tel qu'un exemple. Et là, on a un cas d'école absolument parfait. Agrippa d'Aubigné. Pourquoi parfait? Parce que c'est un homme qui a été les deux à la fois. Il a été un soldat, en plein dans le chaos des guerres, et il a été le poète de ce même chaos. D'Aubigné, attention, ce n'est pas un poète en chambre qui regarde les événements de loin, non, c'est un combattant, un soldat protestant. Il a vu les massacres de ses propres yeux, il a senti l'odeur du sang sur les champs de bataille. Du coup, son écriture, ce n'est pas une description froide et objective, c'est un témoignage à vif, un cri de rage, une œuvre totalement engagée. Et le point vraiment essentiel à comprendre, c'est que son œuvre majeure, ce poème immense qui s'appelle Les Tragiques, ce n'est pas juste une chronique des guerres. Pour D'Aubigné, cette violence qu'il voit partout, c'est un signe. Le signe que l'apocalypse est proche, que la fin des temps arrive. Il a une vision prophétique, il voit un monde qui se noie dans le péché. Donc il n'écrit pas pour raconter, il écrit pour dénoncer, pour juger et pour témoigner devant Dieu et l'histoire.
Allez, maintenant on passe à l'analyse de texte. On va prendre tous les concepts qu'on vient de voir et on va les appliquer sur un extrait précis des Tragiques. Et pas n'importe lequel. Le portrait, monstrueux c'est le mot, de Catherine de Médicis. Pour les protestants comme d'Aubigné, elle était la grande responsable du massacre de la Saint-Barthélemy. Lisez ses premiers vers. C'est la peste de l'air, l'érine envenimée. Bon, le ton est donné, on est d'accord. On n'est pas du tout dans un portrait réaliste ou nuancé. C'est une attaque, une charge d'une violence inouïe. D'Aubigné ne décrit pas une reine, il la transforme en monstre mythologique, en furie qui crache littéralement la mort. C'est ce qu'on appelle un portrait purement polémique, entièrement à charge. Et là, on retrouve notre fameux concept clé, celui que je vous ai demandé de retenir, la démesure. On est en plein dedans. C'est exactement ça, cette caractéristique baroque qui est le refus de la mesure, le goût pour l'excès, pour l'immodération. Et ça passe bien souvent par une figure de style que vous connaissez bien, l'hyperbole. Là, c'est une hyperbole absolument parfaite. L'enragé tourne la terre en cendres et en sent l'eau changer. Vous vous rendez compte ? Catherine de Médicis n'est plus un être humain. Elle devient une sorte de force démoniaque, cosmique, une puissance de l'Apocalypse qui peut détruire les éléments eux-mêmes. Voilà ce que c'est, la démesure baroque. C'est transformer son ennemi en une force de destruction totale. Et il ne s'arrête pas là, au contraire. D'Aubigné va encore plus loin. En convoquant tout l'imaginaire de la sorcellerie, qui était une pleure très très vive à l'époque, il la dépeint en sorcière, elle pactise avec les démons, elle fait ses prières noires dans les cimetières, elle ressuscite les morts, elle va même jusqu'à sacrifier des innocents pour ses rituels. Cette accumulation de détails, tous plus horribles les uns que les autres, ça a un but très précis, la déshumaniser, en faire non pas une adversaire politique, mais l'incarnation pure et simple du mal. Ok, on a vu la théorie. On a vu l'analyse de texte. Maintenant, on passe au plus important pour vous, la synthèse pour le bac. C'est le moment de bien écouter et de prendre des notes. On va résumer l'essentiel de l'essentiel. Voilà le tableau récapitulatif. C'est simple, il y a 4 points à graver dans votre mémoire. 1. Le contexte, les guerres de religion. 2. Les thèmes, l'instabilité, l'illusion, le mouvement. 3. Le style, la démesure et le contraste. Et 4. L'auteur emblématique, Agrippa d'Aubigné avec Les Tragiques. Si vous avez ces 4 piliers en tête, vous avez vraiment la clé pour aborder n'importe quel texte baroque le jour de l'épreuve. Et pour aller plus loin, voici une méthode, une sorte de réflexe à avoir en 4 dents. Le jour J, face à un texte de ce type. 1. Vous vous ancrez dans le contexte historique, c'est la base. 2. Vous cherchez les thèmes baroques, l'eau, la mort, l'illusion. 3. Vous analysez le style, où sont les hyperboles, les antithèses. Et enfin 4. Vous vous demandez quel est le but de l'auteur, pourquoi écrit-il ça. Souvent la réponse est pour convaincre, pour dénoncer. C'est une démarche qui marche à tous les coups. Mais s'il n'y avait vraiment qu'une seule et unique idée à retenir de tout ça, ce serait celle-là. L'art baroque, ce n'est pas juste un art désordonné pour le plaisir, non. Son chaos dans la forme, son exubérance, ses contrastes, tout ça, c'est en réalité la manière la plus honnête, la plus juste qu'il a trouvée pour représenter un monde qui est lui-même chaotique. Autrement dit, et c'est fondamental, la forme reflète le fond, ils sont totalement liés. Et pour finir, je voudrais vous laisser avec une question pour ouvrir la réflexion. On a dit que le baroque était né du chaos de son temps. Mais notre monde aujourd'hui, n'est-il pas lui aussi traversé de crises, d'incertitudes, d'une forme de chaos ? Alors si on regarde bien l'art, la musique, le cinéma d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas y trouver parfois les traces d'un nouveau baroque ? C'est une question ouverte bien sûr, mais elle nous rappelle que la littérature, ce n'est jamais juste une affaire du passé. Ça nous parle aussi de nous, ici et maintenant.